Donc j'ai fait de la musculation depuis que j'ai, non même avant, 13, 14, 15 ans, en complément judo. Et après, comme j'étais meilleur en musculation qu'en judo, pour moi c'était plus ludique, surtout que je n'aimais pas tomber, j'étais bon au sol, je suis quand même monté au championnat de Paris, j'ai fait deuxième, pour non-combativité, hein. Pas parce que j'ai perdu, on m'a jamais mis par terre. Donc j'ai continué en muscu parce que j'étais fort, après j'ai fait les championnats de force, tout ça. Comme je dessinais en même temps parallèlement, je me suis intéressé au dessin, à la natte, et avec un long cheminement, je suis arrivé à faire des livres d'anatomie, comme j'étais déjà très bon dessinateur, c'était mon métier, je bossais dans la pub, adapté à la musculation, et puis je suis devenu le numéro 1 mondial des livres de musculation, de training, d'anatomie. Je suis utilisé dans toutes les écoles du monde, que ce soit par les bodybuilders ou les gens qui passent des diplômes de musculation, les profs de gym, et puis bon, même les dessinateurs, tout le monde m'étudie, hein, les physiologistes, les kinés, tout ça. Donc il faut savoir que je suis quand même le Français qui vend le plus de livres aux États-Unis, hein, devant BD, Marc Lévy et les autres, hein, bien que sur les sites français que je paye avec mes impôts aux États-Unis, site du ministère des Affaires étrangères, on dit que c'est ces gens-là. C'est moi, c'est Frédéric Delavier, avec plus de 2 millions de livres vendus aux États-Unis. Voilà. Alors avec le guide des mouvements de musculation, Strange Training Anatomy, je le dis avec un mauvais accent parce que je lis l'anglais parce que j'ai internet, hein, donc, mais je ne le parle pas bien parce que je ne l'entends pas vraiment, hein, par vaguement sur les films. Donc Strange Training Anatomy et Strange Training Anatomy Woman. Autrement, j'ai fait une dizaine, je sais pas, peut-être 15, je compte plus les livres parce que maintenant j'ai des collaborateurs, donc on en fait pas mal, on en sort tous les ans, c'est passionnant, et puis on vend dans le monde entier, hein, on est traduit dans toutes les langues. Les Chinois, je sais pas, on doit avoir 2 Chinois, on a le japonais, le coréen, le russe, tous les pays d'Europe, quasiment tous les pays d'Europe. Voilà. Le problème, c'est que les bodybuilders, les mecs balèzes, en général, ils tiennent pas longtemps, hein, parce que, faut le savoir, des gros muscles, ça demande quand même de l'entretien. C'est un truc, entre parenthèses, hein, c'est un truc de capitaliste, hein, être énorme et baraqué. Si on veut vraiment entretenir une grosse masse musculaire, ça consomme énormément. Donc les mecs très musclés ne survivront pas. D'ailleurs, on voit ça dans les camps de concentration. Le gros balèze, il part rapide parce qu'il consomme trop d'énergie. Alors le gros balèze génétique, hein. Après, si c'est avec des produits, il reprend sa taille normale, hein, ou s'il a trop mangé. Et pareil pour le petit maigre qui brûle de l'énergie, il part vite. Celui qui réussit, qui survit en général, c'est le type de taille moyenne, un peu musclé pour pouvoir quand même se déplacer et survivre, avec la capacité de faire des petites réserves de gras. Voilà. Donc les exercices, être musclé comme Schwarzenegger pour la survie, pas top. Être musclé, ça sert. C'est tout le temps mieux d'être musclé que d'être à chaud, parce que bon, on peut se défendre, on peut passer un mur, grimper dans un arbre en cueillir un prédateur, fuir des adversaires, mais il ne faut pas non plus emporter une trop grosse masse avec soi. Donc après, quels sont les exercices à faire? Un peu de haut du corps pour pouvoir se taper, défendre, monter, les tractions, hein, monter quelque part, fuir, en même temps ça sert à nager. Et puis pour du gainage abdominal, hein, c'est très important, hein, pour pouvoir bouger. Et puis un muscle très très important aussi, c'est les fessiers. Voilà, les fessiers, on n'oubliera pas, c'est le muscle propre de l'homme. Je dirais que pour la survie, le fessier, c'est ce qu'il y a de quasiment plus important. Le fessier n'a pas du tout la même forme que chez l'homme. Tu vois, le fessier, chez le singe, il descend jusqu'en bas, hein, de la cuisse, hein, parce qu'il a une principale fonction, c'est d'être puissant, je te montre, là, comme ça. C'est-à-dire que dans le premier, c'est-à-dire que là, c'est la cuisse, hein, dans la première partie de l'extension. Alors que l'homme, vous voyez, c'est dans la seconde partie, c'est ici parce qu'il se redresse. Donc là, on a une nana, vous voyez, la différence de forme de... Tu vois le dessin, là? Ouais. Là, j'ai écorché... Vanessa Astoul, hein, qui est une championne de bodybuilding française super sympa, qui est une amie. Donc je l'ai écorché pour montrer son fessier. Alors on voit que le fessier est bien plus court, hein, vous voyez, chez l'homme.
Et il n'a pas du tout la même fonction. Alors, les premiers humains, c'est un bassin. Ils ont un bassin d'homme. Pourquoi ? Parce que le bassin s'est transformé pour pouvoir ancrer un fessier puissant. Parce que quand ils marchaient debout et que venait arriver un prédateur, quand ils avaient le bassin trop plat, ils ne pouvaient pas accélérer. Donc le fessier est le muscle de la course. Parce que, donc il y a une sélection intense qui a fait que le bassin, l'os iliaque s'est déplacé vers l'arrière et a ancré un fessier qui s'est raccourci pour pouvoir fuir le plus vite possible. Donc les premiers humains, c'était des singes avec des culs d'hommes. Vous regardez Lucie, vous allez voir, c'est un chimpanzé avec un cul d'homme. Parce qu'il fallait fuir. Si vous voulez faire un peu de surréalisme, juste le squat pour avoir un peu de puissance dans les fesses, pouvoir déguerpir rapidement, en cas de problème, fuir un danger, c'est celui-là. C'est-à-dire que vous faites ça, hop, pareil, même mouvement. Alors moi j'ai mis des cales parce que je suis pas tellement souple, mais on peut le faire sans cale. Vous descendez jusqu'à l'horizontale et vous remontez. Voilà, tout le temps le dos fixé pour éviter les hernies. Ça demande en série 10, 12, comme vous voulez. Ne descendez pas trop bas, c'est pas utile. Surtout si vous avez des grandes jambes. Alors. Donc après, si vous n'avez pas ce matos, vous pouvez passer avec une chaise. Vous êtes à la maison. Voilà, vous avez la chaise qui est là. Vous la mettez comme ça. Ici. Vous tapez dans la gueule. Donc vous mettez comme ça. Vous travaillez comme ça. Vous montez. Et vous travaillez l'élan comme ça. En faisant attention de ne pas vous péter la gueule. Hop, hop. Voilà. Hop. Et vous montez comme ça. Vous faites des séries. Ça bosse bien le fessier. Ça vous évite de vous faire mal au dos aussi. Là, vous faites un peu penché en avant, un peu en arrière. Ça, c'est un bon mouvement pour travailler le fessier. Vous pouvez le rajouter avec un petit haltère si vous voulez, si vous n'avez pas de matos. Hein. Donc, ça, c'est pour bosser le fessier. La marche déjà, parce que la marche c'est pas trop traumatisant. Hein. Marcher des kilomètres, ça permet de fuir en cas de problème. Hein. C'est la base. Hein. Si on a des problèmes, pour rejoindre un endroit où il y a de la nourriture, où il y a de l'eau, faut marcher. Donc faut s'habituer à marcher longtemps, marcher un peu chargé avec un sac à dos, marcher en montée. Hein. Ce qui est très efficace, c'est la marche en montée, ça travaille le cœur. Donc ça c'est la base, il faut marcher. Un bon marcheur c'est quelqu'un qui peut partir loin. Voilà. C'est vrai que l'idéal c'est de pouvoir marcher 20, 30, 40, 80 km même. À l'époque quand on n'avait pas les transports en commun, la voiture, il était fréquent d'aller chercher sa fiancée très loin au village à côté, qui était des fois assez loin, hein, de faire des kilomètres et des kilomètres. Après il y a la course, hein, mais la course est toujours plus traumatisant. Alors heureusement il faut des bonnes chaussures, des bonnes semelles pour amortir les coups. Mais la course sur de longues distances, c'est bien, mais c'est un peu traumatisant quand même. Mais il faut en faire. Il faut courir 1 ou 2 fois par semaine. Il ne faut pas finir comme les fous qui courent toute la journée. Après, c'est un sport. Hein, c'est celui qui court le plus longtemps. Après, vous avez des petits gars comme les Kenyans qui sont capables de courir des kilomètres. Ou comme certains au Maghreb, il y a encore des petits mecs encore. C'était quoi, Ali Mimoun, c'est ça ? Qui était très fort. Alain Mimoun. Donc on a des types morphologiques adaptés, hein. Pas de gras, petit gabarit, c'est capable de courir des kilomètres. Mais bon, faut courir, faut être capable de fuir longtemps marchant et de fuir rapidement aussi. Donc courir, être capable de semer un poursuivant ou même éventuellement de chasser, hein, poursuivre une bête. Bon, ça c'est pour le survivalisme de base. Hein. Après, la course rapide, c'est bien pour fuir rapidement. Alors, il faut aussi s'habituer à faire des sprints, à monter, à courir en montée, des choses comme ça. Et on ne vous demande pas d'être champion, on vous demande de pouvoir marcher longtemps, courir un quart d'heure, 20 minutes, histoire de distancer un adversaire, et être capable de piquer un petit sprint sur 50, 100 mètres pour fuir un adversaire pour se sauver la vie, quoi. Vous faites comme au bled, alors comme au bled, si on peut faire de la musculation, mais après on peut faire de la musculation avec une barre fixe, en s'agrippant à une branche, on peut faire avec 2 chaises pour faire des dips, on peut se mettre sur un banc. Bon, vous faites comme au bled ou en Afrique, les mecs ce qu'ils font c'est qu'ils prennent, c'est marrant, ils prennent des pots de peinture,
Ils mettent une barre de fer ou un essieu qu'ils trouvent, une barre en métal, et puis ils coulent du béton. Et puis ils refont la même chose de l'autre côté. Mais ça, c'est vraiment quand on n'a rien d'autre. Mais c'est vrai qu'au bled, j'ai pas mal de potes quand ils y sont, ils ont fait toutes les gammes pas possibles d'haltères en béton, tu vois, avec ces haltères béton. Alors on peut se moquer d'eux, ceci dit, c'est efficace. On voit ça aussi en Russie, quand les mecs de l'armée, ils se font chier, ils sont en Sibérie, alors ils coupent des troncs, ils mettent des trucs dedans, il y a possibilité de s'entraîner. Et de toute façon, mais pour s'entraîner en musculation, comme je dis, pour être balèze, faut avoir des rations de nourriture importantes pour pouvoir construire du muscle. En survie, on n'a pas forcément beaucoup à bouffer, à moins qu'on soit un super survivaliste qui est tout prévu. Tu vois, c'est pas évident, parce qu'en cas de crise, on n'a pas forcément à bouffer. Donc inversement, il y aurait même des exercices à déconseiller d'une certaine manière. Faire du squat lourd, c'est-à-dire des flexions avec une barre, ou du soulevé de terre lourd quand on n'a rien à bouffer, je conseille pas. La traction est preuve fondamentale. Alors comment s'entraîner en traction, ça, en plus ça sert pour la natation. Cherchez pas à faire des tractions complètes dans un premier temps. Si vous n'êtes pas habitué, ça sert absolument à rien. Si vous débutez, parce que là je m'adresse à des gens qui débutent, faire la traction complète, vous allez partir d'en bas, essayez de monter, vous n'avez pas assez de puissance, vous allez en plus vous faire des tendinites, donc vous risquez de vous déchirer un peu les muscles des fléchisseurs, des muscles des fléchisseurs du poignet qui maintiennent. Donc il faut faire mal au biceps. Donc quand vous commencez, c'est quand même étirez-vous un peu avant, on étire les dorsaux comme ça, hop. L'avantage c'est que vous pouvez les faire dans le parc. Et puis commencez par faire des demi-tractions. Vous commencez comme ça c'est le truc, vous montez, hop, les petites. Et puis à chaque séance, vous descendez un peu plus bas, vous voyez, comme ça. Puis pour arriver après, hop, comme ça. Et puis après, quand vous êtes bon, vous pouvez faire des complètes. Mais ce que je vous conseille, c'est de pas faire des complètes en permanence pour éviter tendinite du biceps, insertion du biceps, tendinite des fléchisseurs, ici. Donc évitez d'en faire des complètes. Faites plutôt de la demi, comme ça vous permettra de passer des obstacles, et de la demi, et de temps en temps quand même de la complète pour vous habituer au mouvement. Mais que ça ne soit pas une habitude. Donc voilà. Donc après vous pouvez faire un peu de biceps, vous pouvez changer l'angle de traction, être comme ça c'est pour les biceps, là. Bon. Faites ça, ici, pronation, supination. Donc là, c'est en supination, ça permet de travailler plus les biceps. Donc en plus, vous pourrez les montrer à votre copine, ça fait pas mal. Donc les femmes en général sont moins bonnes, qu'elles en fassent des petites, qu'elles essayent de monter sur un tabouret, elles commencent par se maintenir un peu comme ça, vous voyez, essayez de vous maintenir un peu. Pour les filles, commencez pas directement comme ça. Donc voilà, c'était les conseils de Fred Delavier pour les débutants. Quand vous arrivez en série de 10, c'est suffisant. Si vous voulez faire l'armée, il faut essayer de monter à 15, 20, même plus. Donc si j'ai des gendarmes, des militaires, des pompiers qui veulent réussir leur examen, qui veulent rentrer dans ces corps, ou se spécialiser par exemple pour passer dans les troupes, comment ça s'appelle, les troupes d'élite où ils en demandent un peu plus. Donc moi j'ai un petit conseil pour les tractions, c'est qu'en général, vous faites 2 séances par semaine de traction pour les gens qui veulent se spécialiser dans les corps d'armée, qui veulent monter en grade ou passer ou rentrer dans un corps. Donc vous faites 2 séances par semaine. Ça c'est la méthode de Delavier, c'est la mienne. Ça me permet de gagner des concours. Une séance, vous faites de la traction complète, c'est-à-dire vous vous échauffez bien et après vous faites un maximum de 2 répétitions comme ça, bien complète. Après, la fois suivante, vous laissez 2 à 3 jours de repos, vous faites des séries super longues de demi-traction, c'est-à-dire comme ça. Ça c'est pour le souffle. Et après, quand vous voulez progresser encore, gagner de la force, vous prenez une ceinture de judo et vous vous lestez avec un haltère, comme ça, vous le mettez à la taille. Je peux vous le faire si vous voulez. Bon, allez, je vous le mets. Ça c'est le truc pour tous les mecs qui sont les corps d'armée et qui veulent passer leur concours, ils vont être contents de trouver la vidéo de Fred Delavier. Donc voilà, là je vous prends 15 kg, hop, vous mettez comme ça, puis à ce moment-là, vous faites de la série comme ça.
Bon, plus vous montez lourd, moins vous tendez les bras pour éviter de finir avec des tendinites défléchisseurs. Voilà. Il y avait beaucoup d'erreurs parce qu'avec le MMA mix de martial art, c'est le sport qui s'est le plus développé, je crois, au monde depuis ces 50 dernières années. Donc c'est vraiment un phénomène de société. In just over a decade, this hybrid fighting form has evolved from an underground blood sport into a worldwide phenomenon. With just under 24,000 professionals in 2,500 leagues around the world, MMA has surpassed boxing and pro wrestling in popularity. It's also surpassed them in punishment. MMA doesn't limit itself to one technique, and fighters can hurt their opponents in a variety of ways. With punches, kicks, and knee strikes, rooted in arts like Muay Thai, Karate, and Savate. If these stand-up tactics don't work, you can slam your opponent to the mat using takedowns derived from judo, sambo, and Greco-Roman wrestling. Or you can force your opponent to tap out using jiu-jitsu-style submissions that date back to the samurai warriors. In MMA, it doesn't matter where the move comes from. If it works, you use it. Et les gars du MMA, comme ça génère beaucoup de profits, beaucoup de spectacles, ça devient des professionnels. Et on voyait tous ces gars qui s'entraînaient d'une façon... qui faisaient de la musculation, ça s'arrange, hein, mais qui faisaient de la musculation comme les bodybuilders. Vous voyez, c'est-à-dire on fait du développé couché. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas, dire qu'on prend la barre, on la descend, hop, on remonte, ou on fait du squat, c'est-à-dire qu'on s'accroupit, on fait des mouvements cul par terre, avec une barre pour développer les cuisses. C'est des mouvements qui, en général, n'ont rien à voir avec les mouvements qu'on va retrouver dans le ring et qui ne servent à rien. C'est-à-dire que souvent, quand on donne un coup de poing, là je rentre sur des critères techniques, hein, même ça peut servir aux gens qui veulent taper fort, hein. Si vous faites du développé couché, c'est-à-dire que vous prenez la barre, vous la descendez sur la poitrine, et après vous repartez. Quand on donne un coup de poing, on n'a pas de phase négative. La phase négative, c'est quand on prend la barre, on descend, on accumule de l'énergie élastique, hein, comme un élastique qu'on tend dans le muscle, et hop, on contracte le muscle, et on restitue en plus l'énergie élastique du muscle. Quand on donne un coup de poing, en général, on ne restitue pas d'énergie négative. Donc on part directement, poum, ou sur le côté. Donc ça sert à rien de travailler pour le fight, du développé couché, avec une descente... avec une descente, on veut travailler uniquement la positive, donc barre posée, boum, barre posée, boum. Ça permet de travailler le système nerveux et d'envoyer un coup très puissant. Donc ça c'est le mouvement qu'on voit souvent en salle et qui n'est pas à faire quand vous voulez donner un coup de poing puissant. Voilà, je mets sur la barre. Moi j'ai fait du powerlifting dans ma jeunesse, vice-champion de France. Mais c'était pas mon mouvement favori. Donc je suis un costaud. Donc on se met sur la barre, on prend la barre, on se fixe, on descend et on monte. Alors en général, on voit les bodybuilders faire ce mouvement-là. Ça, c'est pas conseillé pour les mecs qui font des sports de combat qui veulent taper fort, parce que vous risquez même de perdre de la vitesse à la longue. Plus vous allez être puissant, et plus vous allez en gagner un peu, et après vous allez perdre de la vitesse parce que vous allez être habitué à armer. Donc ce que je conseille, c'est de faire ce qu'on appelle du stop and go. Donc vous mettez vos poids, vous êtes dans une cage à squat, une cage métallique avec des supports, hein, sur lesquels vous mettez les jambes, vous mettez votre barre dedans, de cran. Voilà. Et ce que je vous conseille, c'est justement de ne pas utiliser l'énergie accumulée dans les muscles et de faire reposer la barre. Donc vous travaillez comme ça, vous posez ici, la barre, hop, hop, vous partez. Hop, vous partez. Et vous pouvez même lâcher les mains un peu de temps en temps. Vous partez. Ah oui, mais bon, après tout le monde n'est pas résistant de la même façon à la souffrance. C'est le problème. Après, on peut s'y habituer, on peut s'habituer à endurer la souffrance. Hein. Comme ça, il y a des clubs comme la Fistinière. Mais bon, je le déconseille quand même. C'est pas top. Non, mais on peut s'habituer à la souffrance, c'est vrai, mais après, ça c'est jusqu'à une certaine limite, quoi. Et puis tout le monde n'a pas la même résistance à la souffrance. Je sais que par exemple, moi quand je me pète un bras,
je reste debout, je me pète une marche. Il y a des gens, tout de suite, ils sont submergés par la douleur. Ça dépend, et c'est pas parce que je suis courageux, ça dépend des individus. Il y a des gens qui vont pleurer tout de suite, être bloqués, c'est comme la résistance au stress. Il y a les gens, vous savez, il y a 3 catégories, il y a 3 catégories avec les gens quand ils ont un stress, quand ils ont une peur. Il y a ceux qui, ou une attaque, quand ils sont en situation de danger. Il y a ceux qui sont paralysés. Ben, ça permet à ce qu'on ne voit pas dans la vie. Tu vois, t'es paralysé, le prédateur ne te voit pas, c'est un instinct de survie. Vous voyez, un peu comme les opossums, quand ils ont... les opossums, quand je crois que c'est les opossums, ils tombent en cata... comment c'est, cata? Je me souviens plus le terme exact. Pouf, ils tombent comme ça, ils bougent plus. Ça permet au prédateur de ne pas les voir et puis de penser qu'il est mort. Et après, il part. Donc ça surprend. Donc nous, les hommes, on a des gens qui sont paralysés par le stress. Il y en a d'autres qui, la première réaction, c'est de fuir. Vous voyez, ils ont quelque chose qui arrive, hop, ils partent en courant. Beaucoup de filles sont comme ça, où elles sont paralysées, où elles partent en courant, ce qui est mieux. Et il y a chez les hommes, plus fréquemment, un stress qui arrive, une agression, pouf, au combat, on tape. Ça, c'est les trois qu'on rencontre plus facilement chez les mecs. En cas de stress, j'attaque. Mais on peut aussi rencontrer le mec qui est paralysé. Et effectivement, je discutais avec des militaires, et même moi qui expérimenté ça dans certains domaines, il faut s'apprendre à réagir. Et ça, c'est très dur. Et ça, c'est une programmation mentale qu'il faut se faire soi-même. C'est-à-dire qu'il faut se donner ses propres limites et ses propres frontières. C'est-à-dire qu'il faut se dire que jusqu'à là, je ne bouge pas. À partir de là, je bouge. C'est-à-dire se faire une programmation mentale. C'est-à-dire que quand un individu passe dans votre espace personnel, en général, quand il passe dans votre espace personnel, c'est qu'il n'est pas gentil. Donc à ce moment-là, vous avez le droit de tout lui faire. Je ne vais pas avoir de problème avec la loi, mais moi, c'est la programmation que je me suis mis. C'est-à-dire que je ne partirai qu'à ce moment-là. Avant, je ne pars pas. Il m'insulte, il me traite de con, il me dit tout ce n'est pas grave. Je me suis fait une programmation. Il faut se faire des programmations mentales. Mais ça marche, hein. Il faut tous les jours, vous pensez un peu en disant que si quelqu'un rentre dans votre espace personnel, en général, c'est qu'il veut vous agresser réellement. Donc, c'est ou vous fuyez, ou vous le tapez. Mais si vous n'avez pas les capacités de taper, programmez-vous pour pouvoir le taper. Et fuir, éventuellement. Et donnez-vous tous les moyens. Ça, après, autodéfense, machin, connaître le combat. Et je dirais, pour ne pas avoir de problème avec dans la limite de la législation, quand même. Bien sûr. Ça dépend. Si vous êtes sûr de tomber, de savoir quand est-ce que vous allez être dans une phase difficile, il faut faire comme les mecs qui préparent Koh-Lanta ou même qui vont en mission en jungle, ou je sais plus, les troupes américaines d'élite faisaient ça, ils bouffent à fond avant pour avoir des réserves de gras, pour pouvoir survivre. Donc la réserve de gras, quand vous êtes, c'est utile. On ne vous dit pas d'être obèse, hein, parce que trop de réserves ne peut plus bouger. Bien bouffer avant la semaine ou les 15 jours avant une épreuve difficile, c'est important. Même si votre physique peut paraître un peu pas top, quoi. La bouée n'est pas forcément esthétique, ne plaît pas forcément aux filles, mais une petite bouée, c'est mieux que rien. Comme je dirais, avoir des réserves, un peu de réserve, c'est bien. Par exemple, la femme, on sait que les femmes sont plus grasses que les hommes, parce qu'à un moment donné, elles vont devoir manger, restituer la nourriture pour 2 personnes quand elles vont avoir un bébé, et quand elles vont allaiter, et puis quand elles vont le porter. Donc elles ont du gras sur le cul, elles ont des réserves de graisse, elles fonctionnent au ralenti, parce qu'elles n'ont pas à chasser comme nous à la base. Hein. Je parle après, ça a changé. Maintenant, il y a des femmes qui ont le rôle des hommes. Hein. On en voit de plus en plus. Hein. Il y en a même qui se marient entre elles, il y en a qui sont au gouvernement. Mais bon, on a encore les anciennes, les millions, les centaines de milliers d'années, voire les millions d'années d'évolution qui nous collent à la peau. Vous voyez ? Les femmes résistent très très bien aux crises. Les femmes résistent très 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 bien aux privations. Parce qu'elles résistent mieux que les hommes. Hein. Parce qu'elles marchent au ralenti, elles consomment moins d'énergie. Donc à partir du moment où on est en cas de crise et il y a un problème, elles peuvent moins se défendre. C'est sûr que quand arrive une bande de voyous pour entrer dans une maison, c'est pas elle qui pourra les faire partir à coups de poing, coups de gourdin ou coups de fusil. Hein. C'est plus difficile, à moins qu'elles soient bien formées. Hein. Mais par contre, en cas de crise, elles résistent bien. Elles marchent au ralenti, elles stockent du gras facilement. Et les filles, souvent, elles ont un gros cul. Elles ont du mal à le perdre, il faut qu'elles fassent des heures de cardio. Donc, par contre, en cas de crise, elles le gardent. Et ça les fait tenir plus longtemps. Il y avait les proverbes africains, je ne sais plus dans quelle forêt, je me demande si c'était pas les pygmées qui disaient une femme, ça tient 1 mois, une femme, ça tient 1 mois et demi en jungle.
Un homme, ça tient 3 semaines. Dans certaines jungles où il n'y a pas accès à la nourriture, parce que toutes les jungles ne sont pas pareilles. Bien sûr, pour les blancs, évitez de vous activer trop pour les blancs, les nordiques, et je parle pas des blancs retournés au Maghreb avec les Maghrébins, qui sont des Européens, on va dire, qui sont retournés, qui sont quand même adaptés au climat chaud, mais en climat chaud, un blanc, par exemple, ne vous activez pas comme un malade, ne serait-ce si vous êtes en Afrique, regardez comment font les Africains le soir, quand le soleil commence à descendre, ou le matin, quand c'est pas encore très chaud. Parce que on résiste beaucoup moins à la chaleur qu'un Africain. On monte en surchauffe, on est un peu plus gras, donc on a un manteau de gras sur nous. Pas tout le monde, mais en général. Et on ne transpire pas comme eux, donc on évacue moins la chaleur. Même notre forme n'est pas la même que la forme d'un Africain. En général, les Européens sont plus courts en jambes, plus courts, le buste plus grand. Enfin, je peux expliquer, il y a des variations, les Allemands, les Nordiques, mais ça j'expliquerai après. Donc on monte facilement en surchauffe. Par contre, un black, lui, il supporte moins bien le froid. C'est connu, hein. Il le sent moins. Il sent moins le froid, et en cas de froid intense, il peut même en mourir. C'est-à-dire que les Américains, par exemple, troupes américaines, envoient rarement mission polaire ou mission polaire des afro-descendants, comme on les appelle, hein. C'est des blacks, quoi. On les envoie moins là-bas parce que ils ont des problèmes de gelure. C'est-à-dire que l'Européen, lui, quand il fait froid, vous avez peut-être remarqué les joues roses, on a les mains qui chauffent un peu, nous, les blancs, parce que les blacks ne sont pas comme nous, donc s'il y a un black qui me regarde, il va dire « Ah oui, moi c'est vrai, je sens pas ça ». Nous, on a les mains les blancs, on a les mains qui brûlent, hein, vous savez, les mains toutes rouges, on a mal et tout, mais c'est un système le même froid au pied, on a les doigts qui brûlent, c'est un système de protection qui active la circulation sanguine, et au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on ne gèle pas, on a une inflammation qui nous protège du froid. L'Africain, lui, il est adapté au chaud, il n'a pas cette inflammation, il ne sent pas. Simplement, le problème, c'est qu'il va mourir. Il va se geler les mains sans s'en apercevoir, il meurt gelé. Vous voyez, c'est un gros problème. C'est-à-dire, d'un seul coup, il a les mains, on lui ampute les doigts, ou il n'a pas supporté, ou il meurt dans la nuit. C'est ce qui était arrivé à des chasseurs alpins. Il y avait des fils de ministres, je crois, il y a quelques années. Ils avaient fait une mission, c'est des braves types, hein, qui avaient fait une mission dans les Alpes, je crois. Les pauvres fils de ministres, ils n'ont pas senti. Au matin, on les a retrouvés morts. Donc, c'était une faute des officiers de ne pas être au courant qu'il y avait des différences entre individus. C'est-à-dire qu'un noir, c'est pas un blanc c'est pas un noir. Un blanc, c'est pas un noir. Il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre ou inférieur, parce qu'après, il faut pas rentrer dans des trucs comme ça. Mais on est complètement différents. Vous voyez, ça entraîne beaucoup de différences, même au niveau de la pensée, même au niveau de la perception du monde. C'est intéressant à savoir. Cas où une bande de voyous se trouve dans la rue, si vous avez un cul plat, vous ne pourrez pas courir vite, les amis. Donc, bossez vos fessiers pour fuir à toute vitesse vos ennemis. Parce que je pense pas que vous allez les attaquer. En général, c'est pas prudent. Salut, c'était Fred Delavier.